Bonjour à tous, c'est Benjamin Ferré, voilà, de retour à la vie de terrien et très heureux de retrouver ce stretch talk dans ma petite bulle que j'avais découvert juste avant le départ du Vendée Globe. Et voilà, je suis aujourd'hui pour répondre à toutes les questions des collaborateurs qui ont été envoyées à la suite de cette belle aventure de Vendée Globe. Alors, comment décrirais-tu les émotions et les sensations ressenties lorsque tu as franchi la ligne d'arrivée? Peux-tu les partager avec nous? Effectivement, forcément des émotions fortes. C'est marrant parce que justement là on est 2 mois, demain ça fera exactement 2 mois que j'ai passé cette fameuse ligne d'arrivée. Et j'ai encore du mal à m'approprier ces moments-là et à réaliser que c'est moi qui les ai vécus. Tellement ils étaient forts, quoi. C'est presque un choc en fait. Ce moment-là, en fait, le passage de ligne d'arrivée, c'était un immense soulagement et un immense accomplissement aussi parce que pour ceux qui ont suivi un peu la course, il y a eu 16 minutes d'écart entre le premier bateau à dérive et le second bateau à dérive, qui était Lazare avec Tanguy Le Turquet. Ça faisait à peu près depuis le Cap Horn qu'on se bagarrait pour cette première place de bateau à dérive. Et c'est le plus petit écart en temps de l'histoire du Vendée Globe entre un premier et un second dans cette compétition non avouée des bateaux à dérive. Et du coup, c'était un sentiment un peu partagé parce que moi, je m'étais vachement imaginé que le Vendée Globe, j'allais avoir 2-3 jours avant le passage de ligne d'arrivée pour réaliser un peu tout le chemin qui avait été parcouru. Et en fait, il y avait une telle adrénaline et une telle compétition que en fait, j'ai eu exactement 5 minutes pour réaliser non seulement que j'allais boucler mon tour du monde, mais surtout que j'allais le boucler en tête des bateaux à dérive. Et donc c'était un moment extraordinaire parce que juste avant le passage de la ligne d'arrivée, il y a Tanguy qui m'a appelé, vous savez, on a une petite radio, une petite VHF à bord, et il m'a appelé pour me dire, moi écoute, là, il peut normalement plus rien t'arriver, c'est terminé, quoi, tu vas finir devant, et on s'est remercié, quoi. Lui m'a dit merci, et moi je l'ai remercié, on s'est remercié de nous être poussés aussi loin pendant autant de temps. Et puis la ligne se passe et moi j'avais vraiment l'impression en fait d'avoir gagné le Vendée Globe, quoi. Je m'en souviendrai toujours, j'étais à l'avant de mon bateau, je levais les bras et c'était vraiment magique, quoi. C'était enfin je pouvais lâcher. Et en fait il y avait une telle tension, c'est un peu ce que j'ai dit à l'arrivée, j'ai eu pendant le dernier mois, j'avais l'impression de jouer une balle de match toutes les heures, donc il y avait une tension qui était énorme. Et donc c'était un immense soulagement, un immense sentiment d'accomplissement. Et puis très vite, il y a un espèce de rouleau compresseur de joie et de retrouvailles. C'est que d'abord, c'est ton équipe technique qui monte à bord. Et après, les gens importants du projet, donc tes proches, Philippe Monoyer qui est monté sur le bateau peu de temps après. Et donc, tu n'as vu personne pendant 3 mois. Et d'un seul coup, tu es submergé de visages d'abord connus. Et puis peu de temps après, de visages inconnus avec cette fameuse remontée du chenal extraordinaire, avec des dizaines de milliers de personnes qui viennent acclamer ton arrivée. Et donc tout ça est presque trop fort pour un petit être et pour un seul petit cœur, quoi. Donc voilà, c'était des émotions. Le bon mot, je pense, c'est extraordinaire au sens propre du terme. C'est que c'est vraiment pas la normalité de vivre ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met du temps à s'en remettre. Alors, tu as terminé 16e au classement général et premier parmi les bateaux à dérive droite. Peux-tu nous révéler quelle stratégie tu as adoptée pour faire la différence pendant la course? Alors en fait, tout ça a été quand même minutieusement préparé. C'est pas que de l'intuition et que du feeling, c'est qu'avant de partir, moi j'avais beaucoup préparé les différentes phases de ce Vendée Globe. Et en fait, avec mon préparateur mental, on avait découpé le monde sur un planisphère avec différentes cases, en fait, différentes régions du monde. Et chaque région correspondait à un mode dans lequel il fallait se mettre. Et donc, pour vous donner un exemple, la descente de l'Atlantique, c'était vraiment un mode très compétitif, proche de la solitaire du Figaro. Donc,
un rythme très élevé, une assiduité aux manœuvres très importante. Et puis au passage du Cap de Bonne-Espérance, en rentrant dans les mers du Sud, le mode devait un petit peu changer. C'était un mode plus de préservation du bateau, de survie, de faire des manœuvres vraiment très propres, de prendre son temps. On n'était plus à la minute sur les trajectoires ou sur la manœuvre. On était plus dans une logique de préservation du bateau, de préservation aussi du marin, parce que la course est très longue et très éprouvante. Et donc voilà, j'avais différents modes comme ça à travers le globe. Et puis ensuite, c'était une volonté en tout cas d'avoir une trace qui me ressemblait. Moi, j'ai toujours trouvé que de regarder la trace d'un marin sur une course aussi longue, ça disait quelque chose sur son tempérament, sa personnalité. Et voilà, moi j'avais à cœur de faire des trajectoires assez propres. Et donc pour ceux qui ont suivi un peu la course, j'ai essayé d'avoir des trajectoires assez droites, assez propres, assez rectilignes, on va dire. Et voilà, et ensuite la stratégie, c'était aussi de jamais quitter le paquet qui m'intéressait. C'est qu'il faut comprendre que dans la course au large, on est souvent en groupe en fait. Et quelque part, peu importe si on est premier ou dernier de ce groupe, ce qui compte, c'est de ne pas le quitter, quoi. Et donc parfois, il y a des moments, des transitions de phénomènes météorologiques où il ne faut pas se laisser distancer. C'est arrivé à plusieurs marins pendant le Vendée Globe. Et d'ailleurs, c'est un des moments les plus durs pour moi. C'est quand j'appartenais à un petit groupe et au sud de la Tasmanie, ce groupe-là s'est échappé. En 4 jours, ils m'ont mis plus de 1000 milles d'avance, ce qui est colossal, presque abyssal. Normalement, on revoit pas les bateaux qui nous ont mis 1000 milles d'avance. Et comme quoi, tout est possible tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, parce qu'un mois plus tard, j'ai une opportunité météo pour revenir sur ce groupe-là et finalement finir devant eux. Donc voilà, c'est un espèce d'ensemble de stratégie et aussi d'intuition. Et puis une volonté féroce de ne pas avoir de regrets à l'arrivée, et donc d'être toujours à 100%. Je crois que ma plus grande stratégie, c'était d'être toujours à 100% et d'être toujours focalisé sur un objectif qui était faire avancer mon bateau le plus rapidement possible vers la ligne d'arrivée. Comment as-tu réussi à rester pleinement concentré sur la course du début à la fin? T'es animé en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Déjà, je pense que j'étais vraiment bien en mer. J'étais heureux d'être là. La compétition, le voyage, l'exploration, l'aventure me plaisait, m'animait, me tenait en éveil. Et donc ça mobilisait aussi une certaine concentration. Et puis je pense que c'est de la discipline en fait. Moi, je m'étais vraiment fixé l'objectif de respecter une certaine discipline à bord. Et cette discipline amenait à la concentration, d'être toujours vigilant sur le temps de sommeil qui était le mien. Bon, maintenant, vous le savez, mais on dort très peu en course au large. On dort entre 40 minutes et 1 heure peut-être sur le Vendée Globe. Donc d'être très vigilant à ça, de toujours bien faire mes repas, de toujours manger, chose que j'avais pu mal faire auparavant sur d'autres courses. Et là, j'avais vraiment une rigueur et une discipline qui était absolue sur boire, manger, dormir, faire des manœuvres le plus propre possible, essayer de ne pas me décontenancer lorsque une avarie ou un problème technique pouvait arriver sur le bateau. Et voilà, tout ça, ça faisait partie d'une volonté de rigueur et de discipline qui m'a permis en fait de rester concentré pendant toute la course, quoi. Si tu devais refaire le Vendée Globe demain, quel changement apporterais-tu à la préparation ou à ta course? Je crois aucun. Bien sûr, il y a eu des erreurs. Le principe même de la course au large, c'est que celui qui gagne est celui qui a fait le moins d'erreurs. Donc il y en a évidemment, il y a forcément des facettes de la préparation de la course qui ont été moins bien gérées que d'autres. Mais le Vendée Globe, il t'apprend une chose, c'est à être habité que par l'instant présent. Et donc à ne jamais refaire ton passé et à peu te projeter sur l'avenir lointain.
Et ça, c'est un enseignement en fait du Vendée Globe, c'est que voilà, quel que soit le Vendée Globe que j'ai fait, c'était ma trajectoire, c'était mon parcours et, et c'est mon histoire en fait. Et donc bien sûr, il y a la question, je la tournerai un peu, c'est plus qu'il y a des enseignements à tout ça. Et, et donc il y a des choses qui... J'ai appris des choses, mais à ce Vendée Globe-là, je ne changerai rien. Parce que l'histoire est belle et parce que le résultat, en tant que tel, on n'aurait pas pu raconter une plus belle histoire que celle qu'on a racontée là, que ce soit en termes de résultats, d'aventure, de mobilisation de gens derrière. Et donc tous les voyants sont quand même au vert sur ce Vendée Globe. Donc voilà, après si j'en refais un, je pense que je me servirai quand même beaucoup des enseignements de celui-ci. C'est ce qu'on appelle l'expérience en fait. Et l'expérience, elle a une vertu, c'est de ne pas de retomber dans les mêmes pièges que ceux dans lesquels on est tombé auparavant. Donc voilà, je me servirai des enseignements du passé, mais sur celui-ci, je ne changerai rien. Alors, quelle a été la partie la plus difficile et la plus facile de ton Vendée Globe? La plus difficile, le moment qui me vient comme ça, c'est au sud de l'Australie où j'ai cassé mon vérin hydraulique. Outil qu'on connaît bien quand même chez Monwire. Ce que j'ai dit à l'arrivée, je pouvais maintenant être vendeur commercial de vérin Monwire. Et donc j'ai cassé mon vérin dans les mers du Sud. Et en fait, à ce moment-là, ce qui a été terrible, c'est que j'ai cru que mon Vendée Globe était terminé. Et c'était ce qui me faisait le plus peur. Et je me souviens d'ailleurs, on avait fait un webinaire avant le départ et il y avait cette question-là, quoi. Qu'est-ce qui t'effraie le plus sur le Vendée Globe? Et je me souviens très bien que ma réponse était d'abandonner cette course. Et quand mon vérin a cassé, faut s'imaginer que de l'huile a explosé partout dans le bateau. Le bateau s'est couché et ça m'a remémoré ma péripétie pour ceux qui l'avaient suivi de la Transat CIC qui devait nous emmener tous jusqu'à New York. Et un défi que j'avais pas pu assouvir puisque j'avais cassé mon vérin sur cette course. Et donc, il s'est passé quasiment exactement la même chose dans les mêmes circonstances. Et là, j'ai vraiment cru que mon Vendée Globe était terminé. On était déjà en train de regarder une solution pour ramener le bateau en Australie, réparer et repartir hors course. Et ça a été terrible parce que j'ai passé 14 heures à la tête dans l'huile, pour tous les techniciens qui peuvent regarder, je crois qu'ils connaissent ça, vraiment les mains dans le cambouis à essayer de trouver une solution. Et ça a été 14 heures hyper intenses parce que j'avais peur de ne pas pouvoir repartir, quoi. Et donc ça, je pense que ça a été le plus difficile. Le deuxième moment le plus difficile, c'est quand j'ai été abandonné au sud de la Tasmanie par le petit groupe que je poursuivais et qui m'ont mis 1000 milles d'avance. Et là, il y avait vraiment un sentiment d'injustice de pourquoi moi, quoi. C'est vraiment le petit garçon abandonné qui se demande pourquoi ça lui arrive à lui. Et donc, il a fallu se remobiliser par rapport à ça. Et ensuite, le plus facile, alors il n'y a rien de facile, hein. Il n'y a rien de facile sur le Vendée Globe, ça c'est une certitude. Après, je transformerais ça plutôt par des moments de joie et voilà, il y a des moments où tu sens que le bateau avance parfaitement, sans effort, sans souffrir. Et ça, il y a un sentiment de facilité. Parce que tu peux manger, tu peux te reposer, tu as une espèce de sérénité qui se dégage. Et en plus, tu vas vite. Et donc, ça, c'est des moments intenses de connexion avec le bateau, avec la nature. Voilà, moi je me souviens de bords extraordinaires où je pleurais de joie juste d'être là, quoi. Les albatros qui volent dans le sillage, le bateau qui avance parfaitement, moi qui recolle sur d'autres concurrents. Et là, tu as le sentiment d'être vraiment là où tu dois être au moment où tu dois l'être, quoi. Et d'avoir un sentiment de peut-être pas de facilité, mais en tout cas d'osmose avec son environnement, quoi. Y a-t-il un moment où tu as sérieusement envisagé d'abandonner? Bon, je crois que je viens de répondre à cette question. Si oui, as-tu trouvé la force de continuer? C'est ça qu'on découvre sur le Vendée Globe, c'est que on a des ressources en nous qui sont
totalement insoupçonné. C'est que c'est vraiment, moi je compare ça à une mère de famille qui a son gamin coincé sous une voiture et qui va trouver la force de la lever avec ses deux bras, quoi. C'est vraiment, quand on n'a pas le choix et qu'on est en danger et qu'on est dans une phase presque de survie, il y a une espèce de force surhumaine qui nous habite. Et en fait, quand tu n'as pas le choix et que tu es dos au mur, ben, tu trouves des solutions. Le cerveau, c'est comme s'il s'updatait, il montait en grade pour trouver des solutions, pour avoir la force de ne pas abandonner. Et puis, il y a aussi une certaine responsabilité, en fait. Où est-ce que j'ai trouvé la force de continuer? C'est que tu es tout seul autour du monde, mais il y a quand même un certain nombre de personnes derrière toi, y compris ceux qui sont derrière cette caméra. Voilà, j'avais aussi une responsabilité, quelque part, à travers ce tour du monde, de rendre fiers les gens qui m'avaient fait confiance. Et donc, cette fierté-là, on en a parlé d'ailleurs avec les équipes de Monoailleurs à l'arrivée, la fierté, elle n'était pas forcément d'arriver au bout, même si c'était un beau cadeau, mais surtout de donner le maximum dans toutes les circonstances. Et donc de jamais abandonner tant qu'il y avait une once d'espoir. Et voilà, donc ce qui m'a donné cette force-là, c'est d'imaginer aussi les gens qu'il y avait derrière et la fierté qui pouvait se dégager du bateau Monoailleurs, de se dire bah, on l'a fait, quoi. On a trouvé des solutions, on s'est dépassé. Et c'est comme si cet état d'esprit-là, il pouvait déborder, il pouvait ricocher sur les gens qui suivaient le Vendée Globe et qui au quotidien pouvaient se dire bah oui, c'est difficile, oui, il y a des problèmes, mais en fait les solutions existent et tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, il y a de l'espoir, quoi. Alors, le Vendée Globe est un défi extrême, aussi bien physiquement que mentalement. As-tu ressenti les séquelles physiques ou psychologiques après la course? Comment récupère-t-on d'une aventure aussi intense? Alors, c'est une excellente question. Je pense que déjà, on est mal préparé à l'après Vendée Globe. Pendant 4 ans, on prépare tout est minutieux. Moi, j'ai énormément préparé l'avant-course. J'ai imaginé le Vendée Globe, j'ai fait le tour du monde dans ma tête. Mais par contre, j'ai jamais préparé l'après Vendée Globe, ni mentalement, ni physiquement. Physiquement, d'abord, il y a des séquelles évidemment Moi, j'ai perdu 4 cm de mollet, j'ai perdu des cuisses. Tu perds en force physique, en muscles. Donc il y a déjà une perte musculaire, il y a une désorientation, on va dire, à l'arrivée du Vendée Globe. On nous fait les mêmes tests que les astronautes qui sont partis dans l'espace. Et on se rend bien compte qu'on est un peu désorienté. Notre corps s'est habitué à vivre dans un environnement mouvant, qui est l'océan. Et d'un seul coup, on revient sur la terre ferme. Et donc il faut se réhabituer à ça. Moi, je me rappelle de mes premières nuits où je me réveillais en sursaut parce que j'avais peur que Tanguy le Turquet me rattrape. J'avais peur de m'être endormi trop longtemps. Et pourtant, j'étais à terre et donc une partie de mon cerveau était encore en mer. Et puis, j'avais mal à mon corps, quoi. Je me souviens que les premières nuits, je me retournais dans tous les sens. Je subissais ce que j'avais fait subir à mon corps pendant 3 mois. Et donc, il y a une espèce de mal-être corporel qui s'installe un peu juste après l'arrivée. Et puis, il y a on va dire, un manque de volonté physique. Moi, ça fait 2 mois que je suis rentré. J'ai fait peu de sport et surtout, là, j'ai commencé à reprendre un peu la préparation physique. Et mon mental ne suit pas forcément, quoi. C'est que j'ai du mal à me dépasser parce que mon réservoir à volonté et à énergie, je crois que je suis épuisé tellement loin dedans qu'il prend du temps à se recharger, quoi. Donc il y a quelques petites séquelles physiques comme ça et psychologiques. Ce qui se passe, c'est que on a connu l'extraordinaire et donc c'est difficile en fait de réaccepter l'ordinaire. Et ça, on n'est pas préparé à ça. C'est que entre le passage de la ligne d'arrivée, le chenal, t'es un peu Johnny Hallyday pendant 24 heures, t'as l'émotion des retrouvailles, t'as un espèce de petit coussin de joie et d'accomplissement qui t'accompagne. Et en même temps, en parallèle de ça,
il y a un espèce de petit vide qui s'installe comme une drogue, comme une addiction en fait. Et en fait, tu stoppes cette addiction dans laquelle tu as été pendant 3 mois. Et ça peut être un peu douloureux en fait. Il y a des questionnements qui ressortent. Et voilà, c'est assez bizarre quoi. Il y a une espèce d'envie de repartir qui arrive plus tôt que ce que j'avais imaginé. Et donc c'est pas facile à gérer. J'essaye de me rattacher aux enseignements du Vendée Globe, qui est que dans l'instant présent, on est en fait toujours assez heureux. Et moi, c'est vrai que depuis l'arrivée, tous les matins en me réveillant, je suis très heureux, très content, très accompli. Mais c'est quand je me projette vers l'avenir où je suis un peu plus angoissé. Et voilà, donc il y a ces petites séquelles psychologiques quand même de voilà, comment retrouver l'intensité de ce que tu as vécu, comment se remobiliser vers un objectif qui a du sens, et puis comment retrouver un goût certain pour le quotidien, pour l'ordinaire, et qui n'est pas si facile à faire que ça. Qu'as-tu le plus aimé pendant la course ? Est-ce que c'est des paysages, des couchers de soleil ou la faune ? J'ai tout aimé. J'ai aimé même les moments de difficulté, j'ai aimé les paysages, j'ai aimé voir... en fait, il y a un sentiment de privilège, en fait. Tu as l'impression d'être une des seules personnes à vivre ça. Et ça, c'est magnifique. Je ne sais pas combien de personnes ont vu voler des albatros dans leur vie. Mais moi, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. J'ai vu des couchers de lune et des levées de soleil dans des contrées complètement inexplorées. J'ai vu un iceberg, j'ai vu une baleine bleue à côté de mon bateau, des requins au bord d'une petite île brésilienne au milieu des tortues. Donc il y a cette connexion avec la nature, avec le paysage qui est assez extraordinaire. Il y a ce sentiment que dans le sud, dans les mers du sud, j'ai aimé le sentiment que là-bas, on pouvait mettre n'importe quelle personne à cet endroit-là, il serait le même, quoi, une espèce d'unicité. T'as vraiment le sentiment que tu fais partie de l'humanité et que tout le monde est dans le même bateau, quoi. J'ai aimé la compétition. J'ai aimé le dépassement de soi que ça suscitait, en fait, d'avoir envie quand j'ai compris que je pouvais faire un bon résultat, je suis allé chercher des ressources complètement insoupçonnées et j'ai adoré ça. Donc j'ai tout aimé, j'ai aimé l'apprentissage que ça suscitait, j'ai aimé la connaissance de soi que ça générait, j'ai aimé l'engouement que ça pouvait susciter à terre, j'ai aimé les retrouvailles, donc voilà, ça recolle un peu avec la question de tout à l'heure, c'est que je ne changerai absolument rien. Et bien sûr, il y a eu des moments durs, mais je crois que je les ai chéris autant que les bons moments, quoi. Si tu devais résumer toute cette expérience en 3 mots, lesquels choisirais-tu ? Alors, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps en un mot. J'ai répondu bromance, qui est un mot que j'ai appris sur le Vendée Globe. La bromance qui s'est installée avec le bateau Lazare, puisqu'on s'est beaucoup croisés, c'était un peu « fuis-moi, je te suis ». Donc je dirais bromance, émotion, parce que tu passes par toutes les palettes des émotions de la vie, mais des émotions d'un enfant, quoi, très enfantine. C'est vraiment... Là, j'étais dans une école il n'y a pas très longtemps, ils avaient fait un exposé sur les émotions que j'avais vécues pendant le Vendée Globe. Et c'était rigolo parce qu'il y avait juste la joie, la tristesse, la peur et un quatrième. Et en fait, quelque part, c'est un peu les seules émotions très pures, très limpides que tu vis sur une aventure comme celle-ci. Donc je dirais émotion, et je dirais le troisième mot, accomplissement. Il y a un vrai sentiment d'ancrage, en fait. D'ancrage, tu as l'impression de revenir, d'être un espèce de vieux chêne centenaire là, qui est voilà, bien enraciné. Et voilà, ça tournerait autour de ça, quoi, l'enracinement. Quel message aimerais-tu transmettre à quelqu'un qui rêve un jour de faire le Vendée Globe ? Et bah, c'est possible.
Quel message? Je sais pas si j'ai un message particulier à transmettre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une aventure folle. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le Vendée Globe, c'est pas 3 mois, c'est 4 ans. Et que, moi je dis toujours ça, la réussite, c'est TTC, quoi. Travail, talent, chance. Et je crois que parfois on oublie la valeur travail dans un projet comme celui-ci. Et même si c'est un rêve absolu, le message que je pourrais passer, c'est qu'il n'y a pas de réussite sans discipline et sans travail, et que réussir un projet d'envergure, ou en tout cas atteindre son rêve, c'est qu'il faut y aller, il faut mettre un pas devant l'autre, mais il faut le faire avec une opiniâtreté. Et j'aimais bien une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, c'est la certitude des fous. La certitude que tout peut arriver, et le faire avec une énergie absolue, en fait. Si on veut vraiment réaliser un rêve, je pense qu'il faut tout lui donner à ce rêve-là, et y mettre beaucoup de travail, en fait. Donc le message que j'aimerais transmettre, c'est que c'est un truc tout simple qu'on entend quand on est petit par les parents, c'est qu'il n'y a rien sans rien, et qu'on atteint ses rêves en se lançant, mais aussi en travaillant. Et ben voilà, clap de fin. Alors qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'impression d'être un peu dans l'émission En aparté.